La Terre est recouverte par les eaux sur 70% de sa surface. Et l'histoire de la découverte de la Terre par l'homme est en grande partie liée à celle de la mer. Des fragiles embarcations longeant les côtes méditerranéennes, aux majestueux navires s'élançant vers le Nouveau Monde, l'évolution des bateaux et des instruments de navigation a conduit les hommes à repousser sans cesse les frontières des océans. Frédéric Restagno est physicien et chercheur au CNRS. Il va embarquer pour un voyage sur les traces de ses lointains homologues pour découvrir quelles techniques et innovations scientifiques ont permis à l'homme de naviguer toujours plus loin. Jusqu'à s'affranchir du vent, des vagues et même de la glace. Une enquête scientifique pour comprendre comment les hommes ont pu, au fil des siècles, construire des navires, défier les tempêtes et plonger dans les abysses pour conquérir les océans. Saint-Nazaire, chantier naval STX. C'est ici que sont construits de gigantesques bateaux de croisière. Frédéric Restagno va découvrir les secrets de fabrication d'un des plus grands paquebots du monde. Ce navire mesure 315 mètres de long, 43 mètres de large, avec un tirant d'air, c'est-à-dire la distance entre l'eau et la cheminée, de 65 mètres, soit une vingtaine d'étages. C'est une véritable ville flottante qui peut emporter 7000 passagers. Les architectes navals sont aujourd'hui capables de concevoir des navires aux dimensions dépassant l'entendement. Est-ce que là, on a atteint la taille maximum des bateaux ou est-ce qu'on peut faire des bateaux encore plus grands? Alors, les limites aujourd'hui des bateaux qu'on construit, elles sont soit liées au port capable de les accueillir, soit liées aux infrastructures des chantiers capables de les construire. Des limites techniques, il y en a eu dans le passé et on a toujours réussi à les repousser. Donc les éventuelles limites techniques qu'il pourrait y avoir aujourd'hui, on saura les dépasser certainement. Dépasser les limites. Repousser les frontières. C'est ainsi que l'homme, en quelques millénaires, s'est rendu maître des mers. Une histoire de marins, d'explorateurs, qui, au fil des siècles, ont mis au point des techniques de construction navale de plus en plus abouties. Direction Marseille, sur les traces de l'un des premiers grands peuples de navigateurs, les Grecs. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, des colons venus de Phocée, une cité grecque d'Asie mineure, arrivent par bateau et fondent Massalia. C'est ici qu'a été découverte une épave phocéenne datant des origines de la ville, il y a plus de 2600 ans. Des spécialistes en archéologie expérimentale l'ont reconstruite à l'identique. Ce bateau a été construit selon les procédés de construction qui étaient en usage à l'époque archaïque. La grande originalité, c'est que c'est un bateau entièrement assemblé par ligature. C'est ce que l'on appelle un bateau cousu. Il faut savoir que la construction d'un bateau comme ça, il y a 5000 heures de charpentier et 3000 heures uniquement de ligature. Construit selon des techniques décrites par Homère pour conter l'épopée d'Ulysse, le gyptis est aussi caractéristique du système de propulsion antique. Une voile carrée,
une rangée de rames et des gouvernails latéraux de chaque côté du bateau. Là, on a quand même un vrai bel outil pour aller à la conquête du monde connu de l'époque. Alors pas vraiment, là on est dans une barque côtière régionale, 10 mètres, c'est quand même une certaine capacité de charge. Alors on fait de la pêche, on fait du ravitaillement de proximité, on fait du transport de personnes, voilà, c'est la camionnette du coin. En revanche, il y avait d'autres bateaux. Et nous savons par exemple que les colons grecs ont embarqué, nous dit le grand historien grec Hérodote, sur des pentécontors. C'est des grands navires à 50 rameurs qui devaient faire dans les 25-30 mètres de longueur, mais qui étaient vraisemblablement des bateaux cousus, construits selon les mêmes principes que celui-ci. C'est donc sur de longs vaisseaux aux planches cousues que les Phocéens auraient exploré toute la Méditerranée et colonisé Marseille. Un exploit digne de susciter la curiosité de la communauté scientifique. L'outil numérique permet de mieux comprendre les techniques employées par les charpentiers de marine durant l'Antiquité. Si on regarde plus précisément, effectivement, dans sa construction, on se rend bien compte qu'il y a tous les éléments traditionnels d'un bateau construit en bois. On va avoir une charpente axiale, donc qui est la quille, qui est généralement une petite poutre dans une essence un peu dure, à laquelle on va adjoindre deux éléments, que sont l'étambot qui est à l'arrière et l'étrave qui est à l'avant, qui vont constituer véritablement la colonne vertébrale du bateau. Et c'est à partir de cette colonne vertébrale qu'on va mettre en place les bordées, qui sont des planches qui forment l'extérieur de la coque du bateau, qui est mis en place avant les renforts transversaux. Est-ce qu'à cette époque, tous les bateaux ont des planches cousues? Alors non, pas tous. Les Phéniciens, par exemple, utilisaient une technique différente, qui est la technique des tenons et mortaises, qui d'ailleurs va être adoptée par les Grecs et par les Romains par la suite. Le principe est de creuser un trou et dans lequel on va venir insérer une petite linguette en bois, donc on appelle un tenon, et cette petite linguette en bois va être chevillée par la suite afin de maintenir les planches entre elles. Et en fait, cette technique va permettre aux Grecs de s'affranchir de certaines faiblesses, en tout cas de certains désavantages que présentait la technique de la couture, en permettant notamment le développement de bateaux beaucoup plus grands, avec des formes plus complexes, qui vont avoir une espérance de vie un peu plus longue. Savoir-faire empirique ayant pour effet de rigidifier la coque, ce système d'assemblage va permettre la construction de galères géantes, propulsées par plusieurs rangs de rameurs. Qu'est-ce qu'on avait comme savoir scientifique établi à cette époque? On a quand même des figures telles qu'Archimède qui développe dans son traité des corps flottants une série de petits problèmes mathématiques qui ont pour objet le bateau. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le scientifique grec Archimède établit le principe fondateur de l'hydrostatique. Dans son traité des corps flottants, il explique qu'en raison de la gravité, quand un bateau navigue sur l'eau, son poids l'attire vers le bas. Mais qu'au même moment, la pression de l'eau exerce des forces sur toute la surface immergée de la coque. Il détermine alors une force unique, globalement dirigée du bas vers le haut et opposée au poids du volume d'eau déplacé. C'est la poussée d'Archimède. Pour qu'un navire flotte, il faut que le poids du bateau et cette poussée s'équilibrent. Si on augmente trop le chargement d'un bateau, celui-ci peut dépasser le poids du volume d'eau déplacé par la coque. La poussée d'Archimède est alors insuffisante pour contrer le poids du navire qui coule. Pour éviter le naufrage tout en augmentant le chargement d'un bateau, il faut donc augmenter son volume. Durant toute l'Antiquité, le monde connu s'arrête à la Méditerranée. L'océan, redouté, est réputé infranchissable. À cette période, l'absence de cartes et de boussoles contraint la plupart des marins à une navigation prudente, de port en port, à vue des côtes. Le transport maritime se développant, les anciens créent des systèmes de signalisation pour rendre la mer moins dangereuse.
Frédéric Restagno s'envole pour Ouessant. Située à 20 km au large du Finistère, cette île est l'une des plus à l'ouest de la France. Surnommée l'île Sentinelle, 5 phares l'entourent pour guider les marins le long de sa côte accidentée. Pour comprendre l'importance des phares dans l'essor de la navigation, Frédéric Restagno rejoint un monument historique, le Créache, situé sur un éperon rocheux à la pointe nord-ouest de l'île. Édifiée en 1863, cette sentinelle de pierre possède l'un des feux les plus puissants du monde. Et des phares, il y en a vraiment depuis quand? Depuis l'Antiquité. Le phare auquel on pense forcément, c'est celui d'Alexandrie, une des 7 merveilles de l'Antiquité, qui était érigé sur un îlot appelé Pharos. C'est lui qui a donné son nom à tous les autres. Il a été construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ et il a disparu suite à un séisme au XIVe siècle. Comment on est passé du phare de l'Antiquité au phare d'Ouessant, qui est quand même un phare moderne, hein. Oui, plusieurs étapes. D'abord, Pharos, c'était un feu à ciel ouvert, un brasier, alimenté avec du bois, tout simplement. Ensuite, il y a eu le charbon de bois, puis les lampes à huile, et enfin, l'électricité avec la lentille de Fresnel. En 1821, Augustin Fresnel, physicien français ingénieur à la commission des phares, propose de remplacer les réflecteurs métalliques par des lentilles à échelons. Ces lentilles, dites de Fresnel, sont constituées d'un disque central convexe et d'anneaux concentriques qui jouent le rôle de prisme. À la sortie de la lentille, les rayons lumineux déviés par les anneaux concentriques se trouvent parallèles les uns aux autres et orientés dans la même direction. Ce procédé permet d'éviter la diffusion de la lumière et s'avère si performant que la lentille de Fresnel équipe progressivement tous les phares du monde. Avec une lentille comme ça doit aller super loin. 32 000. Donc le 1000 étant le 1000 marin, 1852 mètres. Ça fait presque 60 km. C'est le plus puissant d'Europe. Notamment grâce aux phares, pendant toute l'Antiquité, l'activité maritime se développe en Méditerranée, mais pas seulement. Portés par leur désir de conquérir les mers, plusieurs peuples se lancent dans de grandes expéditions. C'est le cas des Vikings. À partir du 8e siècle, une flottille de dracars sème la terreur sur l'Occident. Après l'Europe occidentale, ces navigateurs hors pair explorent l'Atlantique Nord, colonisent l'Islande et le Groenland. En avril 2016, le Draken Harald Harfagr a reproduit leur plus incroyable voyage, celui qui les conduit en Amérique vers l'an 1000, soit 5 siècles avant Christophe Colomb. Depuis la Norvège, ces vikings des temps modernes ont traversé l'Atlantique Nord en suivant les routes qu'ont empruntées il y a plus d'un millénaire leurs lointains ancêtres. Au terme d'une traversée mouvementée de presque 6 mois, ils ont atteint leur destination finale, les États-Unis. S'il est aujourd'hui avéré que ce grand peuple de navigateurs a effectué l'une des plus importantes conquêtes maritimes de l'histoire, cet exploit reste inconnu jusqu'au 19e siècle. Au Moyen-Âge, en Occident, la précision scientifique des nouveaux outils de navigation vient s'ajouter à l'expérience des marins. Progressivement, la boussole, puis le compas et l'astrolabe, l'ancêtre du sextant, équipent tous les navires. Dès le XIIIe siècle, une nouvelle image du monde se dessine, grâce aux cartes Portulan, cartes marines nées de l'expansion du commerce, élaborées sur un canevas de rose des vents. Désormais, tous les éléments sont réunis pour permettre aux grands explorateurs, tels Vasco de Gama ou Christophe Colomb, de se lancer à la conquête des océans.
Mais avant de partir pour ces longues expéditions vers le Nouveau Monde, il fallait complètement renouveler la conception des navires. Frédéric Restaño gagne Mazagone dans le sud-ouest de l'Espagne. C'est de cette côte bordant l'océan Atlantique qu'ont appareillé la plupart des grands explorateurs, aux commandes de majestueuses caraques et caravelles, comme la Nao Victoria, réplique d'un navire de la flotte de Magellan qui, elle aussi, a fait le tour du monde. Son concepteur et constructeur continue de naviguer sur ce bateau légendaire. Il y avait 5 bateaux dans l'expédition de Magellan, et ce navire est le seul à être revenu avec son second, Juan Sebastián Elcano. Ils sont partis à 246 hommes et 18 sont revenus. Bien loin des barques de l'Antiquité, sur la Nao Victoria, les rames ont disparu, laissant place à 4 mâts et près de 300 mètres carrés de voilure. Des voiles indispensables pour propulser cet imposant navire de commerce. Et comment vous avez fait pour prouver comment ce bateau était fabriqué? À cette époque, pour ce genre de bateau, il n'existait pas de plan. Alors on a enquêté pendant 3 années dans les archives, dans les bibliothèques, les musées. On a retrouvé des livres du XVIe siècle qui expliquaient très clairement les techniques utilisées. Comment ils construisaient, comment ils assemblaient les pièces en bois et même comment ils coupaient ces pièces de bois. Tout était parfaitement expliqué. Au moment où ils ont commencé à vouloir augmenter la taille des bateaux, il fallait qu'ils soient plus rigides. Il fallait qu'ils puissent résister aux vagues et surtout qu'en cas de forte houle, le bateau ne casse pas. Et ça, c'était impossible sans l'ossature du bateau. La première chose que l'on construisait, c'était cette ossature ici, et la quille, là. Une fois ce squelette construit, ils commençaient à clouer les planches du bordé de haut en bas avec des clous en fer. Puis ils mettaient cette autre pièce qui s'appelle une traverse. Avec cet assemblage, on a une structure très rigide. L'invention du gouvernail d'étambot, solidement fixé à la poupe du bateau, révolutionne la construction navale. La taille du safran, sa partie immergée, peut alors s'adapter au volume du navire. Vous êtes en train de diriger le navire, mais vous n'avez pas de roue? Non, la barre de levier, c'est ce que l'on utilisait avant la roue. C'était une invention révolutionnaire parce qu'avant, les timoniers étaient dans la cale du bateau pour avoir accès directement à la barre. C'est cette barre de levier qui est reliée directement au timon central dans la cale et qui dirige le gouvernail d'étambot. Quand tu diriges le bateau et que tu veux aller à bâbord, tu tires la barre à bâbord. Et avec ça, vous avez fait le tour du monde, vous? Oui. C'est incroyable. Non, mais ce n'est pas incroyable. Aujourd'hui, on a de l'électronique et des prévisions météorologiques. Elcano et Magellan n'avaient rien de tout ça. Oui. En 1519, à Séville, la flotte de Magellan lève l'ancre pour découvrir la route occidentale vers les Moluques, îles aux épices situées dans l'actuelle Indonésie. L'expédition traverse l'Atlantique jusqu'au Brésil, longe l'Amérique du Sud et découvre enfin un passage vers le Pacifique, le fameux détroit de Magellan. Magellan est tué aux Philippines.
C'est donc Juan Sebastián Elcano qui boucle le premier tour du monde de l'histoire. Après 3 ans de voyage, son retour à Séville apporte la preuve formelle de la rotondité de la Terre. L'ère des grandes découvertes ouvre une autre période, celle des compétitions pour l'exploitation des richesses. Les nations parcourent le monde pour ouvrir de nouvelles voies commerciales et s'affrontent pour conquérir les océans. La Renaissance consacre le galion, puis les frégates, navires de guerre arborant plusieurs rangées de canons. Mais la course à la supériorité navale et l'augmentation progressive de la taille des navires s'accompagnent d'un nombre croissant de naufrages. Les vaisseaux souffrent bien souvent d'un manque de stabilité dû à une mauvaise répartition des charges. L'exemple le plus frappant est le naufrage du Vasa en 1668. Commandé par le roi de Suède pour être le bateau le plus puissant jamais mis à flot, il sombre dès la première rafale de vent, à peine sorti du port de Stockholm. À la fin du XVIIe siècle, il devient urgent de travailler sur la stabilité des navires. Pierre Bouguer, mathématicien et physicien français, publie la solution dans le traité du navire, première synthèse d'architecture navale. Cet ouvrage apporte le complément indispensable au principe d'Archimède pour calculer scientifiquement la stabilité d'un bateau. Lorsqu'un bateau prend la mer, il subit du roulis. On dit qu'il gîte, à cause des vagues ou du vent dans les voiles. Quand le navire penche, la modification du volume d'eau déplacé par la coque entraîne une variation du centre de poussée d'Archimède. La connaissance de la position du centre de poussée et les progrès des mathématiques ont permis à Pierre Bouguer de calculer précisément la position du métacentre. Il permet de prédire la stabilité d'un bateau. Si trop de poids est placé en hauteur d'un navire et que le centre de gravité passe au-dessus du métacentre, le bateau devient instable et chavire. En revanche, si le centre de gravité du navire est situé au-dessous du métacentre, celui-ci peut reprendre sa position initiale à l'équilibre. Au XIXe siècle, de plus en plus nombreux, les cargos à voile sillonnent les océans avec un calcul très précis de leur chargement. C'est le cas d'un monument historique, le Belém. Le Belém est né il y a 120 ans à Nantes. C'est un cargo à voile et servait à ramener le sucre, le cacao et le rhum depuis le Brésil et les Antilles. Afin de pallier au manque de marchandises, car les bateaux partaient à vide depuis Nantes, on prenait du lest. Alors à l'époque, le lest, c'était du granit, et ce lest était débarqué à l'arrivée à Montevideo. Et d'ailleurs, la ville de Montevideo s'est construite en partie grâce au lest du Belém. Et combien de kilos de lest il faut pour un bateau comme celui-ci? Alors actuellement, nous avons lesté, nous, le navire à 400 kilos pour 800 tonnes. C'est une toute petite partie du poids du bateau, mais bien mis dans les fonds du navire, il joue énormément sur la stabilité du navire. Si à l'époque, le Belém embarquait jusqu'à 675 tonnes de marchandises, aujourd'hui, l'un des derniers témoignages de l'âge d'or de la voile est un navire-école. Il faut en moyenne 1 heure de travail pour établir la totalité de la voilure d'une surface de 1200 mètres carrés. Ce qui différencie ce bateau de ce qu'il y avait avant, c'est quand même que la voile est fragmentée en plusieurs pièces. Le Belém, c'est 21 voiles, donc on peut vraiment fragmenter notre jeu de voile et déterminer quelle voile on envoie ou pas selon les conditions. Certes, on a un 3-mâts, mais on a une coque en métal. Alors oui, les gens sont plutôt surpris. Le Belém porte une coque en métal. Il faut savoir qu'on est en plein dans le boom de la construction métallique en 1896 et les coques métal ont un énorme avantage par rapport aux coques bois sur plein de domaines. Par exemple, le fait de pouvoir avoir un navire plus solide, étant donné qu'une coque métal aura la capacité à se déchirer et pas se démantibuler comme vont avoir sur une coque bois. On a aussi un rapport longueur-largeur beaucoup plus important sur une coque métal, ce qui permet d'avoir des navires beaucoup plus longs qui vont donc plus rapides sur l'eau. On a un bateau de transition, mais la vapeur prenant son essor feront que la plupart de ces grands voiliers, patrimoine de l'histoire maritime, seront arrêtés après la guerre.
Le Belém peut atteindre la vitesse maximale de 12 nœuds, soit environ 22 km/h. Au début du XXe siècle, il traverse l'Atlantique en plus d'1 mois. Grâce à la vapeur, ce temps de trajet est divisé par 2. La révolution industrielle déclenche une course à la performance. Après la machine à vapeur, les constructeurs mettent au point des moteurs diesel, de plus en plus puissants. Mais la vitesse a ses limites. Les navires se heurtent à la résistance de l'eau. Pour concevoir des bateaux plus rapides, au début du XXe siècle, William Froude, père de l'hydrodynamique expérimentale, développe une méthode de test basée sur une maquette tractée dans une grande étendue d'eau. L'un des premiers bassins d'essai des Carènes voit le jour. Les lois de l'hydrodynamique présentent des propriétés de similitude. Il est possible d'extrapoler des phénomènes mesurés sur des maquettes, sur des navires à taille réelle. Les modèles réduits, à l'échelle 1/20e, sont soumis à des tests de propulsion, mais aussi de résistance dans des conditions extrêmes. Grâce au bassin d'essai des Carènes, les ingénieurs ont pu dessiner des bateaux de plus en plus performants, capables de s'affranchir des vagues. Mais l'homme avait encore un combat à mener pour maîtriser la totalité des eaux du globe. La conquête des pôles. Après les premières expéditions scientifiques de Peary et Amundsen, Arctique et Antarctique font l'objet de toutes les convoitises. Pour le commerce, des routes pérennes sont ouvertes à travers les océans gelés. Frédéric Crestagno s'envole pour Kemi, en Laponie finlandaise, tout près du cercle arctique. Cette petite ville portuaire se trouve à l'extrême nord de la Baltique, dans le golfe de Botnie. Les eaux de cette langue de mer longue de 725 km sont prises par les glaces la moitié de l'année. C'est ici qu'est amarré le Sampo, un imposant brise-glace long de 75 mètres. En service depuis les années 60, ce navire était autrefois remorqueur de bateaux prisonniers des glaces. Aujourd'hui, il sillonne la mer gelée lors de croisières polaires. Notre coque est renforcée comparée aux cargos normaux. Les bateaux classiques sont faits de plaques d'acier entre 10 et 20 mm d'épaisseur. Pour le brise-glace, c'est 32 mm, donc c'est beaucoup plus épais. Et puis, normalement, chaque ossature d'un cargo est espacée d'environ 60 cm. Sur le Sampo, cette distance est divisée par 2. Donc en fait, nous avons une double ossature. En plus de sa coque renforcée, le Sampo est équipé d'un puissant moteur qui lui permet d'affronter les étendues gelées. Comment déployer assez de puissance pour propulser ce monstre de 3500 tonnes d'acier? Nous avons 4 moteurs principaux. Chacun produit environ 2000 chevaux. Cela veut dire que nos moteurs produisent 8000 chevaux de puissance au total. Mais sur un cargo, la puissance est en général de 4000 chevaux, donc 2 fois moins. Sur les brise-glaces, un système de propulsion particulier prédomine, le diesel électrique.
Les énormes moteurs diesel du Sampo produisent de l'électricité grâce à 4 générateurs. Cette énergie électrique alimente la propulsion des hélices. Ce type de propulsion permet des manœuvres très rapides. Et grâce à l'électricité, on peut rapidement faire des manœuvres avant et des manœuvres arrière. Car quand le bateau est coincé dans la glace, il doit être capable de rapidement faire marche arrière, puis de repartir en marche avant pour essayer à nouveau de briser la glace. Comment est-ce que le brise-glace fait pour casser la glace que l'on a devant nous? Le Sampo pèse 3 fois plus lourd qu'un cargo de la même taille, car nous avons besoin de beaucoup plus de poids pour casser la glace. Et comparé aux navires classiques, la forme de la coque est ronde comme un œuf. Nous n'avons pas de quille du tout. Cela permet au brise-glace de monter beaucoup plus facilement sur la glace pour la casser. Les blocs de glace glissent sous le bateau et ensuite les hélices les propulsent au large. J'imagine qu'il y a des situations où on peut se retrouver complètement bloqué dans la glace. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est une situation très dangereuse. Si un cargo reste coincé dans la glace, le vent peut pousser la banquise, exerçant alors une forte pression sur la coque. Le vaisseau pourrait être écrasé, comme je pourrais broyer une canette de soda, par exemple. Donc cela pourrait causer une avarie sur le bateau et il y aurait de gros risques de naufrage. Le rôle le plus important des brise-glaces, c'est d'assister ces cargos. S'ils sont coincés dans la glace, les brise-glaces vont fendre un chemin dans la banquise et créer une ligne de remorquage rapide pour commencer à remorquer le navire dans des zones de navigation plus sûres. Quelle est l'épaisseur maximum qu'un brise-glace peut casser? Le Sampo a été conçu pour casser jusqu'à 1,20 m de glace. C'est la situation la plus extrême qu'on peut trouver dans la mer Baltique. Mais il existe une classe de navires appelée classe polaire qui peut casser jusqu'à plusieurs mètres de glace, donc vraiment plus. Depuis plus d'un siècle, la science a contribué à accéder aux zones extrêmes. Mais l'activité humaine a aussi provoqué le réchauffement climatique. Une source d'inquiétude pour la communauté scientifique qui mesure la fonte des glaces un peu plus chaque année. Les mythiques passages du nord-ouest et du nord-est, sur lesquels tant d'explorateurs brisèrent leurs navires, ouvrent peu à peu leurs portes. Des corridors reliant Atlantique et Pacifique Nord, dans lesquels s'engouffrent les nations en quête de nouvelles voies maritimes. Pour leur tracer la route, les brise-glaces n'ont jamais été si performants. Près d'Helsinki, le scientifique Frédéric Restagno se rend dans un centre de recherche finlandais où sont dessinés 60% des brise-glaces de la flotte mondiale. Des maquettes testées dans l'un des plus grands bassins des carènes gelées au monde. Aujourd'hui, les ingénieurs mettent à l'épreuve un modèle réduit de 5 mètres de long, équivalent à un brise-glace de 100 mètres de longueur. Quant à la fine couche de glace de 14 mm, elle ferait en réalité 1 mètre d'épaisseur. L'objet de l'expérience est de mesurer les forces qui s'exercent sur les hélices. Le bateau, il est en train de naviguer dans la mauvaise direction quand il est en train de casser la glace. En fait, c'est un brise-glace réversible. Lorsque la mer n'est pas gelée ou que la couche de glace est mince, il avance normalement. Mais si la couche de glace est épaisse, il va en marche arrière. C'est très difficile de mettre au point un bateau qui soit aussi performant dans l'eau qu'en brise-glace. Là, l'avantage, c'est qu'on a presque 2 bateaux aussi efficaces l'un que l'autre, mais rassemblés en un seul.
Un concept rendu possible par une nouvelle génération d'hélices. Pour améliorer la propulsion des bateaux à travers les glaces, les ingénieurs ont travaillé sur leur maniabilité. C'est un des avantages des propulseurs azimutaux. Ils rendent les navires très maniables. Une rotation qui permet au brise-glace de faire marche arrière en l'espace de quelques secondes. Traditionnellement, les bateaux sont propulsés par une hélice qui, en repoussant l'eau à l'arrière du navire, a pour effet de le faire avancer. La puissance impulsée par le moteur est entraînée dans l'arbre, puis dans l'hélice. Mais pour diriger le bateau, il faut aussi un gouvernail. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le propulseur azimutal est mis au point. Ainsi, l'hélice peut pivoter sur 360 degrés. Orientable, ce système remplace à lui seul le couple hélice-gouvernail et permet des manœuvres rapides et précises. Dans les années 90, le POD, dernière génération de propulseurs azimutal, voit le jour. Une innovation finlandaise qui a d'abord équipé d'imposants brise-glaces. Nous fabriquons des pods pour les plus grands paquebots, les plus gros brise-glaces et les énormes supertankers. Ce pod a une puissance de 20 MW et pèse environ 170 tonnes. La plus grande révolution et la vraie différence avec un propulseur mécanique, c'est que nous mettons un moteur électrique dans la nacelle qui est fixé à l'extérieur de la coque. Quel est l'intérêt de placer un moteur électrique à l'intérieur d'une nacelle? Le pod est un système où l'hélice est directement en face de l'eau, ce qui la rend beaucoup plus efficace. En termes de consommation d'énergie, quel est le gain? Ça dépend de la taille du bateau, mais pour un paquebot type, on gagne environ 5%. Il y a aussi d'autres avantages sur l'aménagement général du navire. Le moteur étant désormais placé à l'extérieur de la coque, cela dégage de l'espace pour l'agencement intérieur. Sur les bateaux de croisière, par exemple, c'est de la place gagnée pour les cabines. Et sur un cargo, pour le chargement. En fait, vous augmentez votre charge utile. Le gain de place et les économies d'énergie sont devenus un enjeu majeur pour un secteur qui assure 90% du commerce mondial. Près de 90 000 navires sillonnent les mers du globe, transportant chaque année plus de 10 milliards de tonnes de fret. Et la course au gigantisme atteint son paroxysme, avec des porte-containers et des paquebots mesurant plusieurs centaines de mètres. Quels défis les ingénieurs ont-ils dû relever pour construire ces véritables monstres des mers? Retour à Saint-Nazaire, dans les entrailles du paquebot géant. Plus de 2500 ouvriers travaillent chaque jour sur cette ville flottante, d'une surface totale de 180 000 mètres carrés. Alors ici, vous êtes au cœur du navire, vous êtes dans la promenade principale, là où les passagers pourront déambuler pendant la croisière. Elle a l'air très très longue. Elle fait entre 90 et 100 mètres de long. Quand on voit une salle comme ça, qui est une espèce d'énorme creux à l'intérieur du bateau, c'est un peu contraire à l'idée qu'on a d'un bateau rigide. On manque de matière, on va dire, pour assembler la rigidité. Donc on réalise beaucoup de calculs et on a beaucoup d'astuces pour venir cacher tous les éléments de structure qui sont pourtant bien là. Certains poteaux, certaines colonnes qu'on voit, et puis aussi au travers de certaines cloisons qui sont repoussées à l'extérieur de cette zone de vide. Qu'est-ce qui assure la rigidité du bateau? Donc, on fait des bateaux qui sont en acier, donc c'est ce matériau qui assure la rigidité du navire. Et on utilise les ponts qui viennent rigidifier le tout.
Mais le défi structurel le plus complexe des architectes est de loger un maximum de cabines sur les bateaux de croisière. Des chambres avec baies vitrées et grands balcons vus sur mer qui affaiblissent considérablement la rigidité du navire. Pour répondre aux exigences des croisiéristes, tout en renforçant la structure du bateau, les ingénieurs ont placé des traverses à chaque pont. Entre chacun de ces renforts en acier sont glissées les 2246 chambres du paquebot. Nos cabines arrivent préfabriquées, terminées à bord du navire. La contrainte la plus importante, c'est sa largeur. C'est la dimension qu'on discute immédiatement avec le client. Aussi étrange que ça puisse paraître, cette largeur va fixer la distance entre chacun des raidisseurs transversaux du navire. Les ingénieurs s'adaptent en permanence aux contraintes des armateurs, y compris pour assurer des délais de livraison records. Sur ce paquebot, environ une année a été nécessaire pour construire et assembler les 80 blocs d'un poids de 70 000 tonnes. En l'espace de quelques millénaires, l'homme est passé de fragiles embarcations à de véritables villes flottantes, maîtrisant dans le même temps toute la surface des eaux du globe. Mais un univers immense reste encore à découvrir. Le monde sous-marin, nouveau territoire d'exploration, de conquête et de rêve. Pendant des siècles, les profondeurs ont inspiré les écrivains. Le plus visionnaire d'entre eux, Jules Verne, met en scène les aventures du capitaine Nemo dans 20 000 lieues sous les mers. Dans ce roman d'aventure, ces héros explorent le fond des océans en scaphandre. Une technologie qui, au XIXe siècle, en est à ses balbutiements. Avant le scaphandre autonome de Cousteau-Gagnan, la mer, c'était un miroir de 360 millions de kilomètres carrés. C'est donc depuis très peu de temps que l'on va véritablement explorer pour connaître, donc rencontrer la vie marine. Christophe Colomb a apporté au monde occidental l'Amérique, où il y avait déjà des Indiens, ceci dit en passant. Tout petit l'Amérique. Cousteau, il nous a ouvert les 3/4 de notre planète. Les 360 millions de kilomètres carrés de surface sont devenus un volume riche de milliers d'espèces extraordinaires. Voilà ce que nous a légué Cousteau. En plongée, on exprime souvent la pression en bar. À la surface, la pression atmosphérique vaut environ 1 bar, ce qui correspond environ à 1 kg appuyant sur une surface de 1 cm². Lorsque le plongeur descend en profondeur, la pression augmente d'environ 1 bar tous les 10 mètres. Les poumons se compriment alors. Pour ne pas qu'ils soient écrasés, il faut que l'air respiré s'oppose à cette compression. En 1943, le commandant Cousteau et Émile Gagnan mettent au point le détendeur. Ce système détend le gaz fortement comprimé dans la bouteille pour le délivrer au plongeur à la même pression que l'eau qui l'entoure. Mais c'est à l'aide de sous-marins que les hommes vont pouvoir descendre plus profondément encore. En 1960, Jacques Piccard et Don Walsh accomplissent l'exploit de plonger dans les abysses de la fosse des Mariannes, à près de 11 000 mètres. 1100 bars de pression, 1100 atmosphères. C'est juste colossal. Ils ne savaient pas s'ils allaient revenir. C'était plus dur qu'aller sur la Lune. C'est toujours plus dur qu'aller sur la Lune. Au-delà de l'exploit, cette plongée historique démontre l'existence de vie dans les abysses. Dès lors, s'ouvre l'ère de l'exploration scientifique des grands fonds. Les centres de recherche du monde entier, tels l'IFREMER, développent des outils pour mener à bien cette mission. À bord des navires océanographiques, les chercheurs mettent à l'eau sous-marins, puis robots, comme ce ROV, véhicule téléguidé d'exploration sous-marine.
Là, on a un engin qui est capable de descendre jusqu'à 2800 mètres pour finalement un encombrement vraiment réduit. C'est-à-dire qu'on peut accéder dans des endroits vraiment difficiles d'accès, à l'intérieur d'une épave, on peut aller dans un canyon, dans des endroits qui sont fragiles aussi. C'est-à-dire qu'on peut vraiment s'approcher très près des structures. Cet outil novateur, Horus 3D, utilise une très haute définition de la photogrammétrie sous-marine pour permettre aux chercheurs d'étudier avec précision les profondeurs. Épaves, vestiges archéologiques, ce système permet aussi de cartographier des grottes sous-marines inaccessibles. Ok, reçu. L'équipe plonge le ROV dans le canyon de Cassidaigne, dans le parc national des Calanques, un espace naturel protégé. But de la mission, étudier l'évolution du massif corallien. L'engin est arrivé au fond. On est à quelle profondeur là? Là, on est à un peu plus de 200 mètres, 205 mètres. C'est déjà profond. C'est 20 bars. C'est 20 bars, ouais, voilà. Au-delà, on va dire, de la plongée conventionnelle. C'est le résultat de ce qu'on a vu tout à l'heure? Voilà, donc ça c'est le massif de coraux blancs qu'on avait tout à l'heure devant nous et qui a été modélisé en 3 dimensions. Là, on a la possibilité d'orienter les objets qu'on étudie. Ça nous permet, comme vous pouvez le voir, de voyager à l'intérieur des 3 dimensions de ce complexe vivant, puisque tout ça est construit par du vivant. Vous voyez le détail qu'on a quand on zoome, on voit chaque individu de chaque colonie qui fait quelques millimètres de diamètre. Et donc le fait de pouvoir avoir ces archives comme ça en 3 dimensions peut permettre, dans le futur, de revenir sur ces points qu'on a très bien identifiés, de savoir si ça a grandi, si c'est mort, si d'autres espèces sont venues s'installer. Petit à petit, on va en savoir beaucoup plus sur cette distribution de la biodiversité, et notamment en milieu profond. Les océans profonds, au-delà de 200 mètres, représentent environ 66% de la surface de la planète. Longtemps restés inaccessibles, ils sont maintenant à portée d'homme. Et c'est en 1977 qu'ils dévoilent leur plus grand mystère. Sur la dorsale océanique des Galapagos, à la frontière de 2 plaques tectoniques, des géologues américains rejoints par des scientifiques français de l'Ifremer découvrent pour la première fois des sources hydrothermales. Sources d'eau chaude provenues des entrailles de la Terre. Dans cet environnement hostile, sur ces volcans sous-marins, les chercheurs ébahis découvrent une profusion de vie. À Brest, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, une nouvelle technologie permet d'étudier ces écosystèmes particuliers, les observatoires sous-marins. Grâce à un réseau câblé de 800 km, reposant par 2000 mètres de fond, auxquels sont reliées des caméras, les chercheurs peuvent se connecter en direct à une source hydrothermale située au large du Canada. Donc on va se brancher, et voilà, nous y sommes. Donc ça a l'air un peu bizarre, parce que là on est dans des fluides qui font à peu près 400 degrés Celsius à leur sortie pour les plus chauds. On est dans un pH acide, on a des métaux lourds à foison, du cadmium, arsenic, plomb. Là on est à 2200 mètres de profondeur, il y a une pression de 200 quelques atmosphères, donc l'équivalent d'une vache sur un ongle hein, comme pression. Et puis on a surtout aussi de la radioactivité naturelle. Donc a priori on se dirait la vie est difficilement possible. Mais, étonnamment, on retrouve des oasis de vie extrêmement luxuriants. Là, on est sur quel genre de température, là? Là, on est sur des températures pas très fortes. On est en dessous de 20 degrés Celsius. Au niveau de la faune, après, les grands fumeurs noirs, eux, vont faire plusieurs centaines de degrés Celsius.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que les fluides très chauds arrivent en contact avec de l'eau de mer qui est très froide. Donc ça entraîne la précipitation de tous les éléments chimiques qui sont contenus dans les fluides. Et c'est cette précipitation qui, petit à petit, va former des grands monts de sulfure sur lesquels vont vivre les différents animaux. On a tout près de nous un monde complètement inconnu. Vous êtes les nouveaux explorateurs. Les nouveaux explorateurs, mais de notre propre planète. C'est ça qui est étonnant. On en connaît à peine 5 à 10%. C'est énorme ce qu'il nous reste à explorer. Aura-t-on un jour une connaissance parfaite de ce monde mystérieux qui a pendant des siècles attiré et passionné explorateurs et scientifiques? Nous ne connaissons rien de l'univers marin. Il y a des choses innombrables à découvrir, à décrire et à comprendre. Nous plongeons dans un infini, mais vertigineux. Vertigineux. On doit aller voir ce qui se passe sous la mer. La technologie nous apporte, le génie humain nous a apporté cette possibilité d'aller explorer ce nouveau champ qui s'ouvre à l'humanité. La pharmacologie de demain viendra en grande partie de la mer. La nourriture du futur viendra en grande partie de la mer. Il faut quand même se rendre compte de ce que représente cet univers. C'est le dernier territoire qui nous reste pour l'évolution de l'humanité.